Bienvenue à tous au webinaire où est la prestation. Je m'appelle Michelle Hewitt et je suis la présidente de Handicap sans pauvreté et avec Rabia Kader, la directrice nationale de pauvreté, handicap sans pauvreté, pardon. Et donc, avant, je vais vous parler de certaines des accessibilités. Sachez que tout au long de l'événement, la boîte de discussion va être fermée parce que ça pourrait perturber les participants et les participantes. Si vous avez des difficultés techniques, vous allez être en mesure d'envoyer des messages aux panélistes. Toute question que vous pourriez avoir, veuillez utiliser la section questions-réponses. Nous vous encourageons fortement à poser des questions et nous allons répondre à autant de questions que possible durant notre conversation en direct. Notre rencontre aujourd'hui est offerte avec l'interprétation simultanée en français et en anglais, l'interprétation en langage de signes LSQ et ASL. Veuillez prendre quelques instants pour organiser vos paramètres. En premier, vous pouvez sélectionner français ou anglais. Vous sélectionnez l'option interprétation au bas et à l'écran de votre menu. Une fois que vous choisissez votre langue, ne changez pas ce canal. Vous devez choisir une langue, même si vous voulez entendre la présentation en anglais. Si vous utilisez un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez trouver l'interprétation sous More. Pour ceux et celles d'entre vous qui avaient besoin de l'interprétation en ASL ou LSQ, nous allons vous montrer les interprètes qui vont rester ou apparaître directement sur votre écran. Pour écouter et lire les sous-titrages, sélectionnez l'option sous-titrage. Vous devez vous rendre dans vos paramètres d'accessibilité Zoom. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient accéder au sous-titrage français, veuillez cliquer sur le lien qui vous a été présenté dans la boîte de discussion. Si nous pouvons vous soutenir tout au long de la présentation, veuillez nous envoyer un message dans la boîte de discussion. Pour tout paramètre additionnel, veuillez vous rendre aux paramètres de votre compte Zoom, audio ou vidéo ou toute autre accessibilité. Alors, pour résumer les options, veuillez sélectionner votre langue préférée en utilisant la fonction interprétation, l'option de sous-titrage et enfin, assurez-vous de partager vos questions dans la boîte de discussion. Les membres de notre équipe sont ici pour vous aider avec toute difficulté technique que vous pourriez avoir. J'aimerais remercier tous les gens de l'Institut Plan qui sont ici encore une fois pour nous aider à présenter la rencontre et tous les membres de l'équipe d'interprétation, que ce soit ASL ou LSQ. On ne pourrait pas faire ça sans vous. Alors, nous allons commencer. Premièrement, la reconnaissance territoriale. Moi, je suis située à Kelowna, en Colombie-Britannique, qui se trouve sur les terres ancestrales non cédées des Premières Nations Okanagan et Syilx, dont je suis très reconnaissante de vivre ici en tant que colon non invité. Rabia? Bonjour, bon après-midi. Miigwech. Je m'appelle Rabia Kader, la directrice nationale de Handicap sans pauvreté et je suis ici des territoires des Mississauga du Nouveau-Crédit à Mississauga en Ontario et j'aimerais reconnaître les résidents de l'île de la Tortue d'un océan à l'autre qui ont protégé ces territoires, les ancêtres des Premières Nations, des peuples Inuits et Métis et des Premières Nations qui nous ont fait confiance en nous laissant vivre ici en tant que colons sur ces territoires et nous profitons de ces bienfaits et nous nous sommes engagés à la vérité et la réconciliation. Merci, Rabia. Alors,
Je peux voir le nombre de participants qui est déjà rendu à 250 et plus. Et je crois que ça reflète l'intérêt que les gens ont pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors, Rabia, nous allons essayer de vous parler des choses qui se sont produites depuis lors et faire de notre mieux pour répondre à toute question qu'il pourrait avoir. Et donc, la sanction royale a eu lieu. Est-ce que tu voudrais expliquer ce qui s'est passé? Et donc, où est le projet de loi pour offrir un budget à la prestation? Et donc, maintenant, nous sommes rendus à l'étape où est la prestation et où est le budget? Parce que le projet de loi C-22 a été approuvé et a obtenu la sanction royale. C'est maintenant une entente légale et c'est au gouvernement à former la réglementation et offrir une prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap. Et donc, la sanction royale a eu lieu le 22 juin. Ensuite, nous attendions à ce que la ministre Carla Qualtrough était pour annoncer le processus et naviguerait avec nous au travers de cette prestation canadienne pour les personnes handicapées. Une fois que l'annonce a été faite en 2020 par le premier ministre, une promesse qui a suivi plusieurs années de défense des intérêts de la part des parties prenantes afin de pouvoir créer des programmes qui vont traiter de cette prestation canadienne. Nous avons fait beaucoup de travail sur la côte ouest ainsi que dans d'autres régions, dans d'autres espaces qui ont parlé de la réalité des personnes vivant en situation de handicap. Et donc, nous nous attendions à ce que la ministre Qualtrough lance le processus pour former la réglementation au mois de juillet, quelques jours avant le changement du cabinet. Il y a des nouvelles qui ont annoncé le processus. Ce n'était pas très détaillé. Nous avons tous été laissés à se demander qu'est-ce qui s'en suivrait. Et donc, essentiellement, ça a été annoncé à la veille d'un changement au niveau du cabinet. Une des choses pour lesquelles nous n'avions pas planifié. Et donc, tout au long du processus, nous disions que nous sommes en train de bâtir l'avion pendant que l'avion est en vol et on se préparait à céduler le prochain vol. Mais il y a un nouveau ministre. Et donc, on peut décomposer tout cela. Bon, nous avons obtenu la sanction royale le 22 juin. Ce fut un moment très tendu parce que nous étions très préoccupés du fait que si nous n'obtenions pas la sanction royale avant l'été, qui sait, le temps et les politiques peuvent changer d'orientation si rapidement. Et donc, il y avait des préoccupations au niveau du Sénat, mais enfin, nous avons maintenant un projet de loi. Mais une des choses sur lesquelles nous nous sommes fiés tout au long du processus et dont j'aimerais vous parler un peu avant de passer aux détails, c'est que c'était pour être co-créé, que ce projet de loi était pour être élaboré avec la participation des personnes vivant en situation de handicap et non seulement par les bureaucrates. Et je crois que ça vaut la peine de réfléchir à la raison pour laquelle la co-création est importante. Ce n'est pas une chose qui est seulement un processus poli, c'est essentiel. Et je le sais qu'au mois d'août, j'ai partagé avec toi, Rabia, l'histoire que j'ai lu que dans l'État du Kentucky, ils ont trouvé un nouveau système pour amener les élèves à l'école en autobus. Et la première journée, les choses se sont tellement mal passées que les enfants étaient encore à bord de l'autobus à 9 heures le soir. Les parents étaient énervés. Pourquoi? C'est parce que quand ils ont créé le nouveau système, ils n'avaient pas impliqué les chauffeurs d'autobus. Et donc, il y a eu toutes sortes de problèmes, ça n'a pas fonctionné parce que les gens qui ont créé le système ne comprenaient pas comment
le système fonctionnait au quotidien. Et donc, je crois que c'est un excellent exemple ou une excellente analogie qui touche notre système, que des gens qui ont les meilleures intentions, ces gens qui travaillent sur la création des politiques, élaborent ces systèmes, mais ne comprennent pas ce qui se passe autant que les gens qui vivent avec un handicap au quotidien. Alors, Rabia, tu aimerais dire quelque chose? Évidemment, notre expérience vécue est essentielle en tant que personnes qui vivent avec un handicap et nous savons les barrières auxquelles nous faisons face. Et chacun et chacune d'entre nous fait face à des barrières particulières. Alors, quand les décideurs politiques créent des programmes et des soutiens, ils et elles ne connaissent pas nécessairement tous les problèmes possibles qu'il pourrait y avoir, peu importe à quel point ces personnes sont brillantes. Tout comme nous disons, peu importe à quel point l'intelligence artificielle est brillante, elle ne peut pas remplacer l'être humain complètement. Alors, il y a des choses que nous vivons dans nos expériences vécues qui doivent être au centre de la conception de toute solution qui a l'intention de nous soutenir authentiquement. Oui, exact. Alors, je suis vraiment d'accord. Alors, comme vous l'avez mentionné, le 24 juillet 2023, il y a eu une annonce de la ministre Qualtrough qui a parlé de cette co-création ou cet engagement ou cette mobilisation pourrait représenter. Et donc, j'ai les mots devant moi ici. Et donc, la première partie était le 23 août 2023 et c'était une séance d'information avec les parties prenantes pour établir une compréhension du processus réglementaire. J'ai participé à cette rencontre et j'essayais de me rappeler, il y avait 30 personnes ou organismes. Je crois que c'était une rencontre où il y a eu beaucoup de défis. C'était assez difficile. Les personnes qui ont participé avaient beaucoup de questions. Nous avions beaucoup de questions auxquelles il n'y avait pas encore eu de réponse. Je crois que la principale question avait à voir avec qui a le droit de participer et dans quelle mesure est-ce que ces personnes peuvent participer. Et je crois que c'est très important que ce premier projet de loi depuis la loi canadienne, que les personnes impliquées ou les personnes touchées doivent être impliquées dans le processus d'élaboration. Et donc, c'est très important que ce soit un tout nouveau processus, que ce soit différent. Et donc, nous étions assez déçus parce que ça ne nous semblait pas différent. Et l'autre point, je suis certaine que plusieurs personnes ici ont participé d'une manière ou d'une autre au travail pour le plan d'action d'inclusion qui est connu sous le nom de DIAP. Et donc, je parle toujours de la page 32 du rapport. Et donc, c'est une page excellente qui a été rédigée par Inclusion Canada, où il parle de toutes les personnes qui ont trouvé très difficile, c'était difficile de les joindre, les personnes les plus marginalisées, des personnes qui sont sans abri, par exemple, des personnes qui vivent au sein d'institutions, des personnes racisées avec qui il a été difficile de communiquer, les peuples autochtones, les personnes qui vivent en région rurale, etc. Et j'espérais bien qu'il y aurait eu un peu plus d'avancement par rapport aux personnes qui étaient autour de la table. Rabia? Ben, encore une fois, Michel et nous
partageons notre expérience vécue comme personne. Et donc, nous avons présumé que quand nous participons à ces webinaires, que nous avons des expériences vécues, que nous étions pour amener cette expérience vécue, que nous avons défendu les intérêts des personnes vivant avec des situations de handicap et que le processus d'amener le projet de loi C-22 à devenir loi, et que nous serions impliqués. Et nous voulions mettre l'emphase sur la co-création. Et donc, c'est une des choses que nous avons clarifiées par rapport à l'élaboration de ce projet de loi. Nous voulons nous assurer que les gens dont la voix n'est pas entendue si souvent en fassent partie. Et en ce moment, honnêtement, Michel, je ne suis pas certaine comment ça va se produire au sein du processus de consultation actuel qui a été clarifié après les changements au niveau du cabinet. Les personnes qui sont responsables de la consultation qui participaient à la rencontre ont clarifié un peu plus comment ils étaient pour aller de l'avant, pour parler à la communauté au sujet de la réglementation, afin de parler des détails qui vont faire en sorte que les fonds soient acheminés aux personnes qui en ont besoin le plus. Et donc, il y a plusieurs détails qui ont besoin d'être déterminés après ce remaniement ministériel et ça va être fait par le processus où le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir des consultations en ligne et ils vont avoir des tables rondes. C'est tout ce qu'ils ont mentionné. Oui, je crois que une des choses que nous avons discutées et la communauté des personnes vivant en situation de handicap a discuté, c'est le besoin de faire en sorte que les gens reçoivent l'argent dans leur poche le plus rapidement possible. Et donc, la rencontre à laquelle j'ai participé, ils ont mentionné que, essentiellement, il était pour avoir deux choses qui pourraient se passer entre maintenant et le déboursement. Et donc, la première année, c'est l'année où la législation va entrer en vigueur. Et donc, ça a commencé le 22 juin, au moment où nous avons reçu la sanction royale. Donc, il y a déjà 3 mois qui se sont passés. Et ça n'a pas besoin d'être si long, mais c'est le maximum, la durée maximum. Et la deuxième partie, c'est une autre année ou moins où le processus de réglementation va avoir lieu. Et ce processus n'est pas très flexible. Et donc, nous pouvons en parler dans quelques moments. Et je crois qu'il est juste pour nous de dire dès maintenant que afin de compléter ce processus, ça pourrait prendre jusqu'à 2 ans. On ne veut pas attendre 2 ans. Et donc, je crois que nous devons garder cette pression par rapport à nos élus en leur disant que 2 ans pour conclure ce processus, c'est beaucoup trop long. Qui sait à quoi va ressembler le monde d'ici 2 ans? Qui sait ce qui va arriver aux personnes handicapées qui attendent depuis trop longtemps? Qui sait où ils vont être rendus? Et donc, c'est un peu les commentaires que nous avions à ce sujet. Oui, Rabia? Et cette durée de 2 ans signifie également que l'entente que les libéraux et que le NPD ont va prendre fin en 2025. Et donc, il y a toujours cette possibilité d'une élection. Et donc, on ne sait pas qui va être responsable de tout ça à ce moment-là et quelle philosophie ces gens vont avoir en ce qui a trait à mettre fin à la pauvreté des personnes qui vivent en situation de handicap. Et donc, il est le moment de sonner l'alarme. Ce travail doit être complété de façon urgente.
Et donc, il y a une des questions, Rabia, quelqu'un a posé, qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement au niveau du gouvernement? Et je crois que c'est une de nos préoccupations quand il a été question de conclure cette législation, parce que, à ce que je comprenne, il y a une loi maintenant et les deux processus vont être complétés d'ici un maximum de 2 ans. Et donc, un nouveau gouvernement ne pourrait pas changer ce processus. Et c'est la raison pour laquelle c'était si important de passer au travers de ces deux étapes préliminaires. Je suis certaine qu'on va en parler un peu plus tard. Alors, la prochaine partie mentionne qu'il va y avoir des tables rondes et des rencontres bilatérales pour permettre aux spécialistes, aux intervenants et aux personnes en situation de handicap de faire leur point de vue sur les domaines clés qui seront abordés dans les règlements. Et donc, je crois que les personnes vivant en situation de handicap sont des spécialistes parce que je ne sais pas qui pourrait être plus expert que les personnes qui vivent cette situation sur une base quotidienne. Et donc, c'est tout ce que je sais à ce sujet. Il va y avoir plusieurs rencontres. Et je crois que ces rencontres vont parler de différents sujets. Est-ce que tu as entendu d'autres nouvelles à ce sujet? Non? Je me rappelle qu'ils ont mentionné 4 thèmes et donc j'espère qu'il va y avoir beaucoup plus que 4 tables rondes. Et la troisième partie à cette première phase, essentiellement, c'est qu'il va y avoir un sondage en ligne qui sera lancé et un portail permettant de soumettre des commentaires de la part des Canadiens et des Canadiennes. Et donc, toutes ces personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui, veuillez, s'il vous plaît, vous assurer de répondre à ce sondage. Envoyez une soumission ouverte ou tout ce que vous devez faire parce que les gens doivent entendre ce que vous en pensez. Et donc, j'aimerais vous donner un exemple d'une chose qui s'est passée récemment. Alors, ma recherche est à propos des personnes qui vivent en situation de soins de longue durée. Et les gouvernements sont en train de faire une consultation par rapport à une réglementation qui est des soins pour les aînés. Et moi, ma recherche est à propos des plus jeunes personnes. Donc, j'ai envoyé une soumission écrite qui mentionne que la prémisse de tout ce que vous mentionnez est incorrecte parce que vous pensez que toutes les personnes qui reçoivent des soins de longue durée sont handicapées et ils m'ont écrit individuellement. Et donc, quand vous prenez le temps d'envoyer une soumission écrite, ces soumissions sont lues. Et s'il y a des choses que les gens n'ont pas prises en considération, ils vont communiquer avec vous. Alors, Rabia, je crois que c'est très important pour tous les participants ici aujourd'hui de prendre part à ce processus. Oui, absolument. Les gens doivent se faire entendre parce que, comme une personne a dit, si vous n'êtes pas autour de la table, vous n'êtes pas sur le menu. Si vous n'êtes pas en train d'écrire quelque chose vous-même, ben, c'est d'autres personnes qui écrivent à votre sujet. On ne veut pas recevoir des opinions de personnes qui ne comprennent pas le handicap sans pauvreté, qui n'ont pas d'expérience vécue et on ne veut pas que ces personnes prennent le dessus de la conversation en ce qui a trait à ces soumissions écrites. Et aussi des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est de vivre en situation de handicap. Ça me préoccupe beaucoup quand j'entends des plateformes durant les élections où on parle seulement de créer un accès au travail, par exemple. Comme si le handicap sans pauvreté, c'est comme tout le monde va décrocher un emploi et nous savons tout simplement que ça ne sera pas le cas et que les personnes vivant en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler méritent autant de dignité, d'autonomie et d'indépendance que tout autre Canadien et Canadienne. Que c'est un pays riche, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous ne pouvons pas permettre que ça se produise. Il faut absolument s'assurer que les gens ne soient pas invisibles dans ce processus. Donc, encore une fois,
nous pouvons espérer de faire nos commentaires durant ces tables rondes, mais on ne connaît pas les détails en ce moment. Et la deuxième étape formelle commencera au plus tard le 23 juin l'année prochaine. Mais nous espérons bien que ça va être avant. Et ça va être la publication du projet de règlement dans la partie 1 de la Gazette du Canada. Maintenant, la Gazette du Canada m'a été décrite comme le journal du gouvernement. C'est là où le gouvernement affiche toutes ses annonces. Et c'est le processus formel. Et ensuite, il invite les réponses. Ensuite, ils disent, bon, d'accord, nous avons écouté vos réponses et voici la partie finale. Et donc, la version définitive des règlements sera ensuite publiée dans la partie 2 de la Gazette officielle du Canada. Et donc, il y a un moment essentiel entre la première partie et la deuxième partie de la publication dans la Gazette du Canada. Alors ici, à Handicap sans pauvreté, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer de vous partager cette information, pour vous laisser savoir à quelle phase nous sommes rendus et nous allons vous partager les liens connexes afin que les gens ne puissent pas manquer ces différentes étapes. Et donc, Rabia, c'est très formel, n'est-ce pas? Oui, c'est très, très formel. Et ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir participer dans ce genre de processus formel. Notre plus grande préoccupation, c'est que les gens qui vivent en situation de pire pauvreté vont faire face aux barrières d'accès à l'emploi ou aux programmes de soutien, sont les personnes qui ne pourront pas être jointes par le biais de ce processus si formel. Et je crois qu'une des plus grandes préoccupations pour moi, c'est cet obstacle numérique que nous avons ici au pays. Quand il est question d'accessibilité, il y a des problèmes au niveau de l'accès du numérique. Mais il y a aussi des obstacles quand il est question de l'aisance avec l'utilisation de la technologie. Et souvent, on nous dit, ben, nos bibliothèques sont des espaces ouverts où vous pouvez y aller. Mais si une personne n'a jamais ressenti qu'une bibliothèque était accueillante, en tant qu'ancienne directrice d'école, ce n'est pas une chose que je dirais, mais tout simplement parce que le niveau personnel de littératie d'une telle personne n'est pas à l'aise. D'entrer dans une bibliothèque et ensuite demander à quelqu'un, est-ce que vous pourriez m'aider avec les paramètres d'accessibilité? Ce n'est pas facile. Peut-être que la personne va avoir besoin d'un lecteur d'écran. Peut-être que la personne va avoir besoin d'écouteurs parce qu'on ne veut pas que toutes les autres personnes écoutent ce qui se passe. Alors, il y a tous ces obstacles. Et donc, ça va beaucoup plus loin que mettre quelque chose sur un site Internet. Ben, Michel, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'à ce que j'interagisse avec une personne il y a quelques années. J'ai décidé de mener une campagne pour le conseil municipal et je suis arrivée dans un édifice où une personne handicapée vivait et la personne a dit, moi, je suis clouée à la maison, je ne peux pas me rendre à un endroit pour aller voter. Dans le passé, il y a une personne qui venait me visiter, me donnait un bulletin de vote et me permettait de voter. Mais ça ne se produit plus maintenant. Et là, je me suis dit, ah oui, wow, cette personne a le droit d'aller voter. Il faut trouver un moyen de lui faciliter la vie. Alors, en tant que personne handicapée, je peux me rendre en personne, mais j'ai besoin d'une personne pour m'aider vers le bureau de scrutin. Mais cette personne-là ne pouvait pas. Et un parent avec un enfant handicapé a dit, je n'ai pas de moyen de transport. Alors, on apprend toutes sortes de choses quand on parle aux gens directement. Il y a toutes sortes de barrières que même d'entre nous qui sommes experts, il y a certaines conditions qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et alors, j'ai vu beaucoup de choses sur Facebook. Évidemment, les amis que j'ai
travaillent beaucoup dans l'espace de handicap. Et souvent, ils mentionnent le fait que le manque d'accessibilité fait en sorte que les personnes soient invisibles. Et donc, la société dit, ben, on n'a pas besoin de leur fournir toutes ces choses parce qu'on ne les voit pas, ce qui mène à encore plus de problèmes d'accessibilité. Alors, je crois que c'est un obstacle tellement énorme. Et donc, je le répète, la voix des personnes qui ont besoin d'être incluses le plus sont encore très difficiles à joindre. Alors, vous savez, qu'est-ce que Ronald Reagan a dit? Le gouvernement a besoin de vous aider? Eh bien, oui, le gouvernement a besoin de nous aider. Ils ont accès au plus grand nombre de ressources au pays. Bon, alors il est maintenant 9h30 ou 12h30 sur la côte Est. Alors, j'aimerais parler de deux choses. Premièrement, nous avons un nouveau ministre et deuxièmement, la raison pour laquelle nous avons une campagne pour mettre un budget à la prestation. Génial. Alors, je vais commencer et maintenant, on va passer à l'aspect de co-création. Alors, restez à l'écoute. Nous vous parlons des faits saillants, mais nous avons aussi une chose que nous aimerions vous mentionner. Et donc, il y a un nouveau ministre. Le nouveau ou la nouvelle ministre est enthousiaste. C'est une femme racisée. Elle a travaillé dans le secteur des soins de la santé. Elle interagit en ce moment avec des gens qui ont des besoins sur le plan médical et sur le plan des handicaps. Elle veut faire la bonne chose, mais c'est une ministre junior au sein du cabinet. Elle a besoin de nous entendre. Elle a besoin de nous entendre à savoir l'importance de cette prestation et à quel point il est important de faire en sorte que les gens qui en ont besoin reçoivent l'argent aussi rapidement que possible. Et donc, la ministre doit mettre en œuvre une solution permanente. Ça doit mettre fin à la pauvreté pour les gens vivant en situation de handicap. C'est une énorme étape pour changer un système et nous devons le faire correctement. On ne peut pas manquer cette occasion. On ne peut pas se permettre de manquer cette opportunité de s'assurer que nous faisons ce que nous faisons de mieux. On ne s'attend pas à des miracles, mais on veut commencer avec audace sur la voie de faire les bonnes choses et continuer à travailler pour l'améliorer pour que toute personne qui a besoin de soutien en matière de prestations reçoive ce qu'il mérite. Et la prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap, c'est ce que nous avons besoin de maximiser. C'est un changement de système historique pour les personnes vivant en situation de handicap. Ça doit arriver maintenant et ça doit arriver correctement. Et donc, aidons la ministre Kara à faire accélérer le processus en lui parlant de l'urgence du besoin, en lui parlant de l'importance des expériences vécues et en insistant sur le fait que nous voulons que ça se passe vite. Et alors, pour aider à orienter la nouvelle ministre, nous avons lancé une campagne au printemps. C'est une campagne nationale de cartes postales. Nous avons maintenant plus de 40 000 cartes postales qui circulent grâce à Community Food Centers du Canada qui ont plus de 400 affiliés, organismes sur le terrain qui ont reçu, qui ont distribué les cartes postales. Et ces cartes postales font appel à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, d'ajouter des prestations et ils sont envoyés par Post Canada gratuitement sur la colline parlementaire. Nous avons nous-mêmes produit plus de 10 000 cartes postales. Et donc, je vous dirais que nous avons environ 55 000 cartes postales
entre nous et les affiliés du centre de la Banque alimentaire qui sont en train de circuler et que les personnes handicapées et non handicapées, afin que la ministre des Finances puisse mettre un budget à la prestation, afin qu'il y ait un montant affecté. On ne peut pas attendre. Ça doit être mis au budget hier, autant que possible, aussi rapidement que possible, et pas plus tard que le prochain budget fédéral. Et pour clarifier, si une de ces cartes postales ne vous a pas été envoyée, il y a ici aussi une version numérique sur notre site Internet. Si vous êtes une personne qui est en mesure d'utiliser un site Internet et d'envoyer ces cartes postales numériques, vous pouvez le faire par courriel. Absolument. Si vous avez accès à la distribution de cartes postales à une centaine de personnes, que vous vivez dans une région particulière du Canada et vous aimeriez le faire, communiquez avec nous. On va trouver une façon pour faire en sorte que vous receviez des cartes postales physiques, parce que c'est une des façons de joindre les personnes qui ne peuvent pas être rejointes par Internet. Si vous faites partie d'un groupe de personnes qui se rencontrent pour un café ou si vous avez des rencontres religieuses ou vous faites partie d'un groupe quelconque de tout type où vous pensez que les personnes pourraient participer à cette campagne, envoyez-nous un courriel à hello@handicapsanspauvreté.ca et nous allons pouvoir vous aider. Parfois, je crois que c'est pas toujours clair ce que ça signifie de mettre un budget à la prestation. Vous savez, quand ils ont fait une annonce pour la nouvelle prestation de soins dentaires pour les enfants, ça ne faisait pas partie d'un budget formel. Ils ont dit, ah, voici, on a de l'argent pour ça. Et donc, ils pourraient littéralement nous dire, voici le budget qui sera affecté à la prestation. Ils peuvent nous dire ça demain matin. Et je ne crois pas qu'on veut entendre que l'argent est trop serré maintenant, parce que je suis certaine que la plupart d'entre nous pourraient décider ce qui pourrait être déplacé pour s'assurer que les personnes handicapées ne vivent plus en situation de pauvreté. Alors, toute personne qui participe à cette rencontre, que vous soyez au Nouveau-Brunswick et qui existe sur 776 $ par mois, ça, c'est la prestation qui existe actuellement. Et on est des amis ici et je sais que la plupart d'entre nous comprenons les limites. Et je sais qu'il y a des gens qui ont accès à aucune prestation du tout. Mais le niveau le plus faible de pauvreté est de 776 $ et la ligne de pauvreté, je veux m'assurer que ce soit mentionné lors de chaque webinaire, le taux de pauvreté à Fredericton est 2 000 $ par mois. C'est au-delà d'effrayant. C'est plus qu'effrayant. Alors, il y a des questions qui m'ont été résumées parce qu'il y a 56 questions qui ont été posées. Alors, la situation actuelle telle qu'elle est épouvantable, je vais maintenant répondre aux questions. Alors, quel montant pensez-vous que cette prestation nous offrira? On ne le sait pas. Mais la façon de pouvoir réduire la pauvreté, de sortir les gens du seuil de pauvreté, ça doit être au moins ce montant. Et donc, si on regarde le seuil de pauvreté actuel, c'est le point de départ. Donc, à Fredericton, ce serait 2 000 $ où je demeure. 2 300 $. Et donc, c'est ce que j'appellerais le point de départ. Mais moi, je ne fais pas partie du gouvernement et je n'ai pas le contrôle sur cette prestation. Et donc, j'aimerais dire à toutes les personnes qui participent aujourd'hui, si vous espériez entendre le montant, ça serait la ligne de départ. Et donc, Rabia, comment est-ce que cette prestation va être protégée et comment est-ce que nous allons empêcher les
les récupérations fiscales. Ben, nous savons que le gouvernement fédéral va continuer à avoir des conversations bilatérales et multilatérales avec les provinces et les territoires. Le gouvernement fédéral va continuer à avoir des négociations pour assurer qu'il n'y ait pas de récupération fiscale. Et encore une fois, je vais attraper le taureau par les cornes. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire sur le terrain. Nous mobilisons province par province. Et donc, nous avons travaillé en Colombie-Britannique. Alors, je salue Amanda Lockitch et son équipe. Il y a Kate et Mike qui travaillent avec elle de ce côté. Il y a Andrea qui travaille sur la campagne en Alberta, à Calgary. Encore une fois, nous sommes à la recherche d'une personne de l'Alberta qui a des compétences organisationnelles en travail de terrain ou pour parler en public, communiquer avec nous et envoyez-nous la description de vos qualifications. Nous allons continuer à nous mobiliser à Calgary grâce à la Fondation Calgary et à la Fondation de Vancouver. En Ontario, nous travaillons avec des groupes actuels qui font du travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récupération fiscale. Nous allons continuer à avoir cette conversation dans toutes les provinces, y compris au Québec. Donc, nous faisons notre partie. Nous travaillons avec toutes sortes d'organismes sur le terrain. Nous travaillons aussi avec des organismes qui font la défense des intérêts à l'échelle provinciale pour améliorer les soutiens et les programmes. Et nous savons que le gouvernement va négocier, mais vous savez quoi? On ne peut pas laisser les choses à eux. C'est une des choses que nous avons apprises tout au long du parcours de handicap sans pauvreté. On ne peut pas laisser le gouvernement s'occuper de tout parce que nous voulons nous assurer qu'il fasse de la bonne façon. Nous devons nous approprier de ce travail et le faire nous-mêmes. C'est aussi très important de parler de ce qu'est une récupération fiscale. Alors, ici, à Handicap sans pauvreté et tous nos amis et nos alliés au sein d'autres organismes, toutes les personnes qui écoutent ce webinaire, nous allons entreprendre un rôle de gardien à ce stade-ci pour communiquer ce qu'est une récupération fiscale. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que personne ne devrait être laissé dans une pire situation après la prestation. Et donc, par exemple, si vous avez accès à un laissez-passer pour le transport, si c'est enlevé, bien ça, c'est une récupération. Ce n'est pas juste on va enlever 50 $ sur la prestation. Non, ça voudrait dire, c'est une question de tous les produits et les services que les gens ont accès en ce moment. C'est une des choses que les gens n'aiment pas discuter parce que la façon dont le corps fonctionne des personnes handicapées, ben, c'est souvent pas la même façon des personnes qui ne sont pas handicapées. Nous devons parler de nos besoins à la toilette, par exemple. Alors, moi, j'ai lu une histoire l'an dernier au sujet d'une jeune femme en Alberta qui avait besoin d'utiliser des produits d'incontinence et le gouvernement de l'Alberta a arrêté de financer ceci. Et donc, elle était dans la vingtaine. Et donc, à la fin de raconter cette histoire, elle va être à sa retraite. Et donc, à l'âge de 20 ans, elle aime sortir avec ses amis et ils ont remplacé ça avec une grosse couche pour adultes. Et donc, ça, c'est d'avoir enlevé un bienfait ou un bénéfice parce que le gouvernement va sauver $1 pour un produit ou parce que quelqu'un dans un bureau pensait que c'était une bonne idée. Et donc, l'impact sur cette personne handicapée était beaucoup plus important pour cette personne que toute autre personne. Alors, pour répondre à la question de comment ces bénéfices vont être protégés, ben, le travail officiel que nous faisons avec toutes les provinces pour leur parler des raisons pour lesquelles ils ne devraient pas retirer tel et tel bénéfice. Je sais que quand la ministre Qualtrough a parlé des bienfaits,
on n'a pas entendu la nouvelle ministre en parler publiquement, mais elle a dit ça, c'est une ligne tracée dans le sable. La ministre Qualtrough a dit ça à l'époque. Je ne suis pas certaine de quelle façon le gouvernement va pouvoir mettre ça en œuvre. Mais laissez-moi vous dire que nous restons au courant de ce qui se passe. Nous faisons des rapports au gouvernement, à tous les niveaux du gouvernement, pour leur dire que c'est simplement inacceptable. Et donc, c'est nous qui parlons des gouvernements provinciaux qui pourraient augmenter les prestations de revenus supplémentaires. Par exemple, il y a certaines agences qui, par exemple, augmentent leurs tarifs. Bien là, la personne handicapée, il ne lui reste plus rien parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de couvrir ces augmentations. Et donc, ce sont des choses pour lesquelles nous devons défendre les intérêts province par province. Et donc, vous savez, en Colombie-Britannique, 80% des fonds vont pour le logement. Et donc, s'il y a des personnes qui vivent dans des institutions en Colombie-Britannique et se retrouvent avec seulement 20% de la prestation, ben, ils ne se retrouveront pas dans une meilleure situation. Alors, je vais répondre à une autre question. Alors, quelle est la probabilité que les critères de qualification soient, encore une fois, on ne sait pas. Mais nous avons eu certains signaux. Le gouvernement fédéral nous dit qu'il a besoin d'une liste des personnes à qui ils vont remettre cette prestation. Et la liste qu'ils ont actuellement, c'est toute personne qui a reçu une prestation pour personnes handicapées à ce jour. Alors, les crédits d'impôt, le régime de pension du Canada et la prestation pour les vétérans. Alors, le crédit d'impôt pour personnes vivant handicapées est le bénéfice ou la prestation la plus mal comprise. C'est la mauvaise chose à offrir, utiliser un crédit d'impôt qui ne donnera pas de l'argent dans les mains aux personnes qui en ont besoin le plus et des personnes qui ne paient probablement pas d'impôt et donc de cette façon, ils n'ont pas accès à des crédits d'impôt. Et donc, ils sont tout simplement pas en mesure d'accéder à ces fonds. Ils ne sont pas informés au sujet de ces bénéfices et donc n'ont pas accès à cette prestation. Et ils ont besoin de se rendre quelque part pour faire une demande, etc. Donc, c'est ce que nous avons commencé à entendre. Donc, si vous êtes une personne une personne à faible revenu et qui potentiellement recevrait ce supplément de prestations pour personnes handicapées, ben, nous allons faire appel à Disability Alliance à Colombie-Britannique parce que ces gens ont probablement des renseignements. Et il y a probablement d'autres personnes qui pourraient vous aider à accéder à ces crédits d'impôt, mais ce n'est pas facile. Et donc, nous travaillons sur des façons, des moyens de pression pour faire en sorte que cette liste soit plus inclusive. Donc, par exemple, notre idéal serait une personne qui reçoit actuellement le paiement de soutien aux personnes handicapées provinciales ou territoriales. Donc, encore une fois, si vous voulez parler à un politicien et vous voulez y mettre de la pression, c'est une des choses qu'on vous encouragerait fortement à faire. Est-ce que les lettres de lundi ont été envoyées et est-ce que c'est la ministre qui va être responsable pour ces autres prestations? Alors, les lettres du lundi sont les lettres que le premier ministre envoie à ses ministres pour leur dire de quoi ils sont responsables. ESDC, c'est développement social et emploi. Alors, Emploi et développement social Canada. Donc, c'est EDSC en français. Ça, c'est la section bureaucratique
dans laquelle cadre la prestation pour personnes vivant en situation de handicap. Alors, au mois d'août, j'ai entendu dire que la ministre de l'Équité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap du Canada. Alors, je veux toujours dire équité et diversion parce que, comme vous pouvez voir, ça fait un bout de temps qu'on est en ligne et je commence à être fatiguée. Bon, moi, j'ai entendu les bureaucrates de EDSC que la ministre va être responsable de s'occuper de cela, mais on n'a pas vu de lettre de lundi pour le moment. Oui, la lettre devrait être publiée bientôt quand tout le monde va retourner à Ottawa. Et Michel, je suis en train de regarder l'heure. Nous allons terminer bientôt et nous avons des choses très importantes au sujet des lettres de mandat. Et donc, tu aimerais que j'en parle? Alors, comment vont-ils rejoindre les populations les plus vulnérables? La réponse, c'est je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi, je sais ce que nous allons faire. Alors, nous allons prendre ce moment pour vous dire que à Handicap sans pauvreté, nous avions une phrase depuis le début, vous savez. C'est beaucoup trop lourd pour que le gouvernement puisse communiquer avec les gens. Nous sommes au tout début. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça se produise demain matin, mais au cours du prochain mois, nous allons élaborer un nouveau site Internet et nous allons être à la recherche de 5000 Canadiens et Canadiennes handicapés par rapport à toutes les choses que nous avons discutées aujourd'hui. Et donc, toutes les personnes qui sont dans le soutien technique pour s'assurer de capter toutes ces questions parce que ce sont des questions excellentes afin de pouvoir les utiliser dans le travail que nous allons faire. Et donc, quand je fais de la recherche, je deviens très enthousiasmée parce qu'une fois que nous allons avoir le point de vue de ces 5000 personnes, nous allons avoir 100 personnes qui vont communiquer avec 3 ou 4 personnes chaque. Nous allons cibler des gens et nous allons demander à qui serait intéressé à joindre ces personnes marginalisées, ces personnes qui, par exemple, ne peuvent pas joindre les adultes handicapés qui vivent dans des institutions de soins de longue durée. Ça, c'est mon rôle. Je vais communiquer avec ces personnes, je vais les interviewer et nous parlons aux personnes qui vivent dans ces situations. Après tout ça, nous allons rédiger un rapport que nous allons envoyer au gouvernement. Et Rabia et moi sommes activement en train de discuter avec les membres du gouvernement. Nous allons communiquer avec ces personnes pour leur dire, travaillez avec nous à ce sujet. Dites-nous quelle étape vous voulez. Nous allons vous dire qu'est-ce qui a été dit. Nous allons vous partager les préoccupations des personnes vivant en situation de handicap. Nous allons vous dire ce qui doit arriver pour ces personnes. Et donc, après avoir rédigé ces rapports intérimaires, nous allons prendre les commentaires et nous allons retourner vers ces 5000 personnes pour leur demander ce qu'elles pensent. Parce que souvent, on participe à un sondage et on a l'impression que tous les renseignements que nous avons partagés n'ont mené à rien. Et donc, nous allons fermer la boucle. On ne peut pas vous garantir que le gouvernement va faire ce que nous leur demandons, mais nous pouvons vous garantir que nous allons frapper fort à leur porte pour leur dire on ne pensait pas que vous seriez en mesure de joindre ces personnes, donc nous avons pris ça en main. Vous savez, c'est beaucoup de travail et c'est du travail dur, mais nous allons faire de notre mieux pour faire tout ça. Merci beaucoup, Michel. Alors, j'aimerais vous laisser savoir que Handicap sans pauvreté est un organisme sans but lucratif. Nous travaillons avec des organismes philanthropiques et d'autres organismes pour faire le travail. On ne prend aucun argent de la part du gouvernement.
nous travaillons bénévolement. Nous travaillons dans l'esprit de faire la bonne chose dans un climat non partisan pour faire en sorte que toutes les personnes touchées puissent participer avec respect et dignité. Nous allons insister pour hausser la barre afin que la voix des personnes vivant en situation de handicap, des personnes qui sont souvent pas mobilisées, puissent avoir l'occasion d'être entendues. Et nous sommes en train de créer un processus dans ce cas-ci où nous allons trouver un moyen de joindre ces personnes qui n'ont souvent pas l'occasion de donner leurs commentaires. Michel s'est engagé à trouver ces personnes qui vivent en institution. Moi, je m'engage à travailler avec des personnes marginalisées, des nouveaux arrivants, des personnes de race noire et des personnes de couleur. La communauté Inuit. Il y a des gens qui font partie de notre conseil consultatif, Andrea Zachary, qui va communiquer avec les personnes sourdes de race noire. Et donc, nous créons tout ce réseau que nous allons mobiliser pour nous assurer que la voix des personnes qui n'est généralement pas considérée puisse avoir un impact direct dans le rapport que nous allons rédiger pour le gouvernement. Nous allons communiquer avec ces personnes de la façon dont elles ont besoin. Alors, si la personne a besoin de langage du signe, ben, nous allons l'utiliser des interprètes ASL ou LSQ. C'est une conversation avec une personne qui va avoir une expérience vécue semblable. Alors, ce que j'aimerais dire pour terminer cette rencontre, assurez-vous que votre voix soit entendue, communiquez avec des gens qui vivent en situation de handicap, invitez-les à s'abonner à notre infolettre, à visiter notre site Internet. Ça nous ferait plaisir de vous aider à communiquer avec vos élus, vos députés à l'échelle provinciale, territoriale ou fédérale. Si vous aimeriez obtenir des conseils et des astuces, vous pouvez aller consulter notre site Internet. Si vous aimeriez participer à notre campagne de distribution de cartes de postales, ben, nous voulons faire en sorte que la ministre des Finances reçoive nos cartes postales pour qu'elle puisse affecter un budget à cette prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap. Impliquez-vous, participez. C'est votre démocratie, c'est votre devoir démocratique d'être pleinement impliqué au meilleur de votre capacité. Alors, Rabia, je crois que vous avez parlé de tout. Alors, il n'y a rien d'autre à dire que de vous donner les différentes adresses disabilitywithoutpoverty.ca, notre adresse courriel hello@disabilitywithoutpoverty.ca. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez nous trouver sur Facebook ainsi que sur Twitter. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Nous sommes encore à 238 personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette rencontre et ça démontre réellement les préoccupations qu'ont les gens et les préoccupations que nous avons. Alors que nous ne serons peut-être pas en mesure de répondre à toutes vos questions ici en ce moment. Combien va être la prestation? À quel moment est-ce que ça va être lancé? On n'a pas toujours toutes les réponses, mais on essaie de répondre à toutes les questions quand nous en avons l'occasion. Nous sommes des personnes qui respirent, qui mangent et qui sont en action pour handicap sans pauvreté. Nous participons à des événements, nous distribuons des cartes postales et donc nous avons besoin de toutes les personnes qui se soucient du handicap sans pauvreté. Merci, Magwitch. Thank you. Et jusqu'à la prochaine, restez à l'écoute pour entendre tout ce que nous faisons.